Je me présente rapidement, donc Guillaume de Morzier, je suis associé du bureau clinique de Morzier. Nous sommes basés en Suisse, à Lausanne, et on essaye d'intégrer ces nouvelles technologies dans notre pratique du quotidien sur des projets un peu de toutes dimensions. Donc là, ça va être l'occasion de vous présenter un petit objet. Peut-être rapidement quelques mots sur nous pour commencer. Donc on est vraiment un petit bureau d'architecture et depuis 10 ans, on développe des projets qui s'appuient sur 3 piliers, on va dire, qui sont un premier pilier environnemental dans lequel on essaie d'intégrer au maximum très en amont du projet des facteurs environnementaux du type vent, ensoleillement, quels sont les potentiels liés à ces ressources-là, les bassins de ressources qui sont du coup plutôt matériels. On travaille dans notre région de manière intensive avec le bois, je ne vais pas dire le plus local possible, mais en tout cas régional. Et puis évidemment tous les aspects climatiques, microclimatiques. Un des deuxièmes piliers, c'est vraiment les ressources. Donc l'eau, comment est-ce qu'on gère l'eau, comment est-ce qu'on gère l'énergie, comment est-ce qu'on favorise le passif, mais aussi de plus en plus comment on favorise le réemploi de matériaux de construction, d'éléments de construction, et puis on intègre évidemment des matériaux biosourcés de manière systématique, en particulier le bois, mais aussi petit à petit du géosourcé, comme par exemple de la brique de terre compressée. Et puis il y a un troisième pilier qui est très très important, c'est ce pilier numérique, digitalisation, dans lequel on essaye vraiment d'utiliser des nouveaux outils simples d'accès, parfois même open source, pour optimiser nos ouvrages sur le plan énergétique, pour réaliser des simulations, mais aussi pour pouvoir passer d'une maquette numérique très rapidement, voire le plus rapidement possible, à des découpeuses numériques. Donc voilà, ça donne un petit peu un panorama de nos intérêts et vous comprendrez mieux du coup la suite. L'objet de cette présentation, c'est vraiment parler de réalité augmentée. On a commencé à travailler avec un outil qui est basé sur le logiciel Rhino 3D, qui est en fait un plugin qui s'appelle Fologram. C'est développé par des chercheurs australiens. Et puis, ça a été développé dans l'idée en fait d'amener la réalité augmentée vraiment au cœur du chantier. Et là, vous avez un exemple sur l'image de gauche où en fait la réalité augmentée permet de surimposer un plan d'assemblage de briques dans les lunettes du maçon. Et donc, étage de brique par étage de brique, de pouvoir donner l'information de la dimension de la brique, la position précise, etc. Ce qui permet, in fine, de générer beaucoup plus de complexité dans la construction sans générer de complexité sur le chantier. Ça ne nécessite pas de plan, en fait. Et là, on a du coup un lien qui se crée de manière très directe entre une maquette numérique et puis vraiment le geste du maçon. Et puis à droite, c'est un peu la même chose. L'idée, c'est du coup d'assembler des structures en bois complexes. Et puis, on suit de nouveau des guides au travers de lunettes ou d'une tablette pour positionner des éléments. Voilà, donc rapidement, donc c'est cette interface Fologram qui va simplement envoyer de l'information géométrique issue de Rhino 3D, voire de Grasshopper, vers du téléphone, de la tablette, ou alors de la lunette HoloLens ou HoloLens 2. Sont les deux devices, eux, vont créer, on va dire, un modèle 3D en direct de l'environnement par photogrammétrie, et puis ensuite pouvoir disposer les objets à l'intérieur de cet environnement. Alors, dans le cadre de cette halle industrielle, il s'agit d'une halle dans un hôtel industriel à Lausanne, dans laquelle nous devions disposer des laboratoires pour une société qui fabrique des panneaux solaires, qui fait de la R&D pour de la cellule photovoltaïque. Et donc, il y avait déjà une première chose qui était importante pour nous, c'était déjà d'utiliser, je présente en préambule, mais dans un espace existant, de pouvoir voir déjà comment est-ce qu'on arrive à optimiser le positionnement de salles blanches, de bureaux et puis d'open space en fonction de la lumière du jour. Et donc, de favoriser, disons, le confort et le bien-être et puis la réduction d'énergie en augmentant, disons, les gains solaires et la lumière naturelle. C'est quelque chose qu'on fait par optimisation et puis dans lequel on arrive déjà à des implantations géométriques
Voilà, je passe rapidement. Ça, c'est du coup un plan qui résulte de ces simulations. Et puis ensuite, une maquette numérique qui, elle, a été développée de manière très étroite avec le charpentier. En fait, on a travaillé très en amont sur un workflow entre architecte et charpentier pour pouvoir en fait modifier jusqu'à la taille des éléments en bois, le positionnement définitif des éléments. L'idée étant de garder en fait finalement une architecture qui reste le plus longtemps possible paramétrique. Voilà, c'est ça simplement différentes couches sur lesquelles je passe rapidement. Donc, vous voyez ces différents volumes en charpente bois dans lesquels se trouvent les laboratoires, des salles de réunion, des salles blanches, etc. Et voilà, ici, vous voyez l'interface. Donc, en fait, ce qu'on a fait à ce stade-là, sachant qu'on avait encore une grande marge de flexibilité, c'est qu'on a décidé d'utiliser la réalité augmentée dans un premier temps pour pouvoir communiquer ça avec le client et avec les utilisateurs, dans l'idée qu'on était dans un cadre existant. Donc, on a un espace qui est donné, et puis il faut voir comment une architecture va pouvoir être positionnée dans cet espace. Et puis, dans un deuxième temps, évidemment, communiquer ça avec les différents corps de métier, et puis pouvoir, à l'échelle 1.1, expérimenter l'espace et puis tester différentes variantes. Donc là, ce que vous voyez, c'est le modèle de charpente, et puis il y a une série de points qui vont être des points de repère sous forme de QR code qu'on positionne sur le sol et qui vont permettre aux tablettes de positionner la maquette numérique à l'intérieur de l'espace. Voilà, donc ça, c'est un des QR codes. Et puis là, je vais lancer une petite vidéo. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai snap le QR code avec une tablette. Et puis, on voit au travers de la tablette donc la maquette numérique qui est surimposée à l'espace. Voilà. Et puis, donc ici, on devine en gros les éléments de charpente bois. Voilà. Et puis ici, on est dedans. Ça permet de travailler avec plusieurs tablettes, soit avec des lunettes, soit avec des tablettes. Avec les tablettes ou les smartphones, c'est très, très simple. Et donc, ça permet à tous les utilisateurs de snapper les QR codes et puis de se promener dans différents projets d'aménagement. Ben voilà, 2 semaines plus tard, on taille le bois et puis on passe en exécution. Je vais vous montrer juste quelques images ensuite. Hop, pardon. Voilà. Donc, voilà, ça c'est une fois, disons, les éléments positionnés. On assemble les éléments en bois. Puis là, vous avez quelques images du résultat. On a du coup aussi un projet qui, on le devine ici, qui maximise vraiment l'accessibilité à la lumière naturelle dans les zones, les espaces de travail qui sont aménagés. Voilà. Et puis très rapidement, donc ça, on est vraiment en train de terminer ces jours. Il me reste 1 minute. Je crois qu'il y a encore un time-lapse dans lequel on voit, si je l'avance un petit peu, une course solaire qui est encore un petit peu… mais voilà. Non, voilà. Donc, en termes de retour d'expérience, je trouvais intéressant de signaler, et puis au vu de discussions précédentes, que pour nous, c'était un premier test qui était vraiment concluant parce qu'on peut très, très rapidement, en quelques heures, passer d'une maquette numérique à une surimposition en chantier, en tout cas dans un espace existant. Et donc, ça a un très gros potentiel de communication avec le client et puis les différentes entreprises et les utilisateurs. Donc, on voit que c'est quelque chose qu'on aimerait intégrer de manière plus intense dans vraiment des phases très en amont d'avant-projet, parce que ça permet vraiment de créer des ajustements à l'échelle 1.1 et finalement faire du prototypage à grande échelle, à l'échelle 1.1, qui est beaucoup plus efficace que la maquette 3D ou la maquette traditionnelle qu'on utilise d'habitude. Et puis, il y a autre chose qui est intéressant et qui est possible avec ce logiciel très, très simple qu'on a présenté là,
c'est le côté agile, c'est-à-dire qu'on peut très bien commencer à déplacer dans l'espace ces éléments 3D. Donc, il y a la possibilité, ça ouvre aussi la possibilité du co-design et donc de pouvoir intégrer aussi de manière beaucoup plus agile et dynamique des utilisateurs de projets vraiment dans des phases de design. Et donc, voilà, générer une série de workshops qui permettent de mettre ça en place vraiment dans l'espace. Et puis, il y a voilà, un autre potentiel encore qu'on voit, qui fait partie un petit peu de ce retour d'expérience, c'est de pouvoir monitorer en direct, au travers de ces variantes qu'on établit dans l'espace, du coup des bilans énergétiques, des bilans carbone, voire des coûts, avec vraiment donner des tendances qui permettent aussi très facilement du coup de mettre de côté certaines variantes et d'en conserver d'autres. Voilà, c'est à peu près. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Je ne sais pas si je suis pas en mesure de voir s'il y a des questions dans le. Non, enfin, je vais vous en poser une. C'est Oui. la situation que vous décrivez aujourd'hui avec des outils numériques est une situation assez récente, j'imagine. Comment s'est fait la transition au sein de votre cabinet d'architecte? Est-ce qu'il y a eu des freins particuliers? Comment vous êtes engagé dans cette voie-là? Est-ce que ça vous semblait naturel? Est-ce que c'était plutôt lié à un défi que vous vous étiez lancé? Comment ça s'est passé? Je pense qu'il y a un côté assez naturel. Après, le BIM lui-même, il est arrivé vraiment, on va dire, de manière plus imposée sur certains projets. Et puis, je pense que c'est le fait de devoir mettre en place, il y a environ 4 ans, une logique BIM au sein du bureau, qui est vraiment une petite structure. On oscille entre 6 et 12 collaborateurs. Mais le fait de devoir faire cet effort, on génère beaucoup de données. Et puis, c'est vrai que nous, on a toujours un peu envie, enfin, on se demande comment est-ce qu'en tant que vraiment architecte et designer, on peut utiliser ces données. Parce qu'on voit bien comment est-ce qu'on peut utiliser ces données dans des phases d'appel d'offres, on voit bien comment on l'utilise pour planifier du chantier, on voit bien comment on l'utilise pour faire de la coordination technique avec des CVSE. Par contre, c'est vrai que nous, on essaye toujours d'essayer d'amener ça le plus en amont du projet. Et donc, voilà, ça, il y a cette possibilité-là. Puis après, bon, on est une équipe relativement jeune, donc il y a toujours beaucoup de curiosité aussi pour pousser ce genre de choses. Donc, je pense que ça s'est fait aussi de manière assez simple. Après, on fait de la formation. Moi, je me suis formé justement sur l'usage de ces technologies de réalité augmentée. Et donc, ça aide énormément. Et c'est vrai qu'il faut, voilà, on est dans une époque où je pense qu'il y a énormément de formations qui existent, pas forcément très, très longues, mais c'est vrai qu'il ne faut pas arrêter, il faut en faire chaque année. Et puis, ça permet de rester dans une dynamique et puis de faire des retours d'expérience au sein du bureau. Et puis, du coup, d'engager l'équipe dans des nouvelles expérimentations. Alors, vous parlez de gestion de données. Est-ce que vous considérez qu'il y a une évolution du métier d'architecte qui est induite par cette nouvelle manière de travailler, ou est-ce que c'est juste un contexte technique qui accompagne un métier qui restera le même? Quel est votre point de vue? Nous, on est convaincus que la profession d'architecte doit se transformer ultra radicalement pour finalement rester pertinente. Et du coup, on est convaincu que l'architecte est aujourd'hui obligé de s'engager de manière assez intensive avec ces questions-là, avec les questions liées au big data, avec les questions liées aux logiques d'optimisation, etc., etc. Parce que, comme dans l'histoire de l'architecture, l'architecte, il doit communiquer avec énormément de personnes. Et puis, on voit aujourd'hui qu'on est on traîne sur ces choses-là. Et donc, on voit vraiment que l'architecte peut continuer à rester un acteur de la construction, mais pour ça, il doit s'engager vraiment à bras le corps dans la numérisation de travail. Et donc, ça veut dire participer à amener ce type de projet, comme la réalité augmentée sur les chantiers. Ça veut dire développer des logiques de fabriquer le projet qui sont liées à ces nouveaux outils-là. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Demorcier, pour ce retour d'expérience. Merci à vous.